il servait vraiment à la propulsion? Est-ce que ça pouvait, il pouvait progresser même s'il n'y avait pas de moteur? Il a été conçu pour être capable d'évoluer à voile et à moteur, mais les pêcheurs, c'est pas fou, hein? Ils ont utilisé bien plus vite la mécanique qu'ils ont utilisé la voile pour se propulser. C'était beaucoup plus pour tenir la cape quand ils pêchaient aussi, l'artimon. Puis, il faut dire aussi que Chappell, l'architecte, était un amateur de voilier traditionnel. Donc, il s'est fait un peu plaisir en dessinant une plan de voilure comme ça avec les Gaspésiennes, mais ça n'a jamais été utilisé, ou très peu, pour la propulsion proprement dit. C'était vraiment le moteur qui était utilisé pour aller et venir. Vous voyez tantôt le plan de voilure de la goélette du Saint-Laurent, ça devait quand même progresser quand même assez bien à voile. Oui, bien c'est une goélette, hein? Regarde celle-là, pas sûr. Bien, monsieur de Québec, celui qui a la 24, le Québériki, là, il est très satisfait de ses performances à voile. C'est sûr que, moi, je dis souvent, si je veux aller vite, je vais prendre mon char, là. Mais il reste que... Est-ce qu'il y a le même plan de voilure qui est là? Ou il y a... non, lui, je pense que c'est un peu comme la 26, là. Il s'est mis deux voiles relativement égales, là. Je l'ai vu, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai vu une photographie sous voile, là, puis c'est à peu près deux voiles égales, là. Mais il dit que ça va très bien, puis il est très satisfait de... Parce que moi, je voyais souvent, quand je suis revenu à Saint-Anne-des-Monts, on voyait du bateau de pêche, pas des Acadiens. Oui. Et il y avait une voile là-dessus, mais la voile était plus pour stabiliser exact. le bateau, pour pas qu'il... Ballotte, un bord puis de l'autre, exact, tout à fait, tout à fait. Mais très peu, je pense, ont utilisé la voilure pour la propulsion, puis à moins vraiment que quand c'était nécessaire ou quand les allures étaient bonnes, ça c'est le gros bon sens, là. Mais ils ont utilisé vraiment la mécanique. On a beaucoup sollicité la mécanique, les moteurs pour la propulsion. D'autres, monsieur derrière, oui? Je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait une évolution jusqu'en 1959 de production, puis en 1960, ça en est produit seulement 3, puis qu'est-ce qui est arrivé en 1960? Je ne peux pas vous dire, comme je dis, moi j'ai travaillé beaucoup avec les agendas du chantier. La demande peut-être commençait à diminuer parce que les gens ont été très satisfaits des performances du bateau, là, puis il y avait de la place pour la cargaison, de la place pour travailler. Puis bon, c'était un bateau qui était très marin, là. Puis c'est pour ça que quand on voit dans les séries, là, il y a eu 13, 16 qui ont été conçus quasiment dans la même période, là. Peut-être que la demande a baissé aussi, puis le coût a augmenté un petit peu. Puis c'était aussi des ententes avec le ministère et les pêcheurs, là. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. Je n'ai pas l'information de... Moi, quelqu'un pouvait répondre à la... Oui, bien c'est ça. C'est que, tu as raison. Pendant qu'on finissait les Gaspésiennes, Davy a commencé à construire le fameux mécanisme 60 pieds, là. Puis le chalut arrivait, puis d'ailleurs, le chalut était rentré bien avant la fin de... Tu as raison. Ça m'avait échappé, effectivement. Alors, là, il y avait comme une compétition de deux types de pêche, effectivement. Oui, d'autres commentaires, questions? Monsieur Lebas, oui. Vous faites souvent référence au ministère pour les autorisations. Oui. C'était quoi le rôle qu'il y avait? Eux, ils validaient genre la qualité, là. Il y avait des cahiers de charges très précis, puis il y avait des architectes qui, à chaque fois qu'il y avait des améliorations, comme augmentation de ci ou de ça, c'était validé par des architectes, puis il fallait que ça corresponde à des normes pour être accepté par aussi le fédéral. Donc, le ministère validait constamment ce qui se faisait comme amélioration, comme changement. Alors, c'est ce que j'ai vu dans les archives du chantier Davy, là. Les bateaux n'appartenaient pas au ministère, c'était vraiment des propriétaires. Ils étaient vendus après ça aux propriétaires. Le propriétaire donnait un acompte, puis après ça, il y avait tant de temps pour les payer. Et c'est ça, c'est le ministère qui les finançait. C'est un programme, hein? C'est un programme de... Oui. Salut à Alain. Salut. Je sais que tu te préoccupes beaucoup, on s'est connus oui. quelques années. Écoute, ce qui m'inquiète, c'est un peu la situation de la préservation. Je trouve ça beau que le musée ait le projet de sauvegarder l'une de ces Gaspésiennes, mais toi qui as été au musée maritime Bernier, est-ce que le musée maritime en a? Est-ce que... parce qu'au Québec, on dirait qu'on a de la difficulté au niveau du patrimoine maritime. On en a parlé beaucoup en 1984, là, mais
on dirait qu'aussitôt il y a un projet de conservation d'une... Là, tu m'amènes Comme à sur un terrain. Passepilliac, j'ignorais Tu m'amènes sur un Passepilliac- terrain glissant, là. Moi, j'ai fait beaucoup d'études avec le ministère de la Culture dans les années 80 pour conserver des gaulettes du Saint-Laurent. Choisir un site de conservation, choisir un bateau ou un type de bateau, parce qu'il y avait des petites variantes, puis s'entendre sur un concept d'interprétation. On a constamment relancé la balle, puis bon, on attendait des études, puis tout ça. Puis, tu le sais, on a fait quelques expéditions en Europe, puis le gros bon sens, c'était qu'un navire comme ça, c'est comme un meuble. Il faut qu'il soit mis à l'abri. Il ne faut pas qu'il y ait de soleil dessus, pas qu'il y ait de pluie dessus. Mais pendant qu'on jasait, puis pendant qu'on essayait de montrer que ça allait coûter cher, on faisait des affaires en toile qui duraient 1 an, puis ça déchirait tout de suite. À la place d'avoir fait un bon abri, puis d'avoir conservé quelque chose, on a attendu. Puis les gaulettes du Saint-Laurent, là, il en reste une qui est à peu près plus récupérable à Saint-Joseph-de-la-Rive. On a fait ça en 80, ces genres de recommandations au ministère. Puis c'était vraiment le gros bon sens de les mettre sous abri. Puis c'est un peu la même chose, sauf que comme à Passepilliac, je ne veux pas lancer la pierre à personne, sauf que ça aurait été facile, c'est 45 pieds, c'est pas gros, là. C'est pas énorme à faire comme abri, là. Les gaulettes du Saint-Laurent, c'est à 100 pieds, c'est à 125 pieds, c'est quand même plus, avec la charpente, puis ça, c'est plus costaud comme abri à faire. Mais on l'a vu en Europe, eux l'ont compris très facilement. On a vu à Stockholm le Fram d'Amundsen qui a fait des expéditions polaires en 1904. Je suis monté dessus, puis c'est comme s'il venait juste d'être mis en cale sèche. Il est dans un abri en A, puis il est très bien conservé. Puis tout est à bord. Mais ça, on n'a pas compris ça au Québec, qu'il fallait un peu faire un travail collectif, puis se mettre ensemble, puis s'aider pour conserver un exemplaire, du moins, de ce type de patrimoine-là. Pendant qu'on jase, puis pendant qu'on discute, on connaît l'hiver, puis on connaît la température qu'on a. Le bateau, il n'attend pas, lui, il pourrit. C'est sa job de pourrir quand il pue dans l'eau. Ça fait que c'est effectivement une question. Puis la sensibilisation, moi, ça fait quand même plusieurs années que j'en parle. La conservation de ces bateaux-là, ça passe par la mise à l'abri. Et avec les chantiers navals, il n'y aurait pas des partenariats intéressants à faire parce que... Bien, il n'y en a plus de chantier naval. Là. Je veux dire, il n'y a plus de construction navale beaucoup. Puis on fait ça maintenant en Chine. Là. Mais c'est que, je dirais, en 2012, c'est comme trop peu, trop tard. Là. Bon, le musée de Gaspé en a une à conserver, puis elle sait tant bien que mal. Là. Puis quand je suis venu ici avec les membres du Centre de conservation du Québec, il y avait beaucoup d'humidité dedans. Puis il manquait de ventilation, puis bon, tout ça. Alors, ça fait quand même plusieurs années qu'on a fait ça. Je pense que c'était en 2004. Aujourd'hui, je ne sais pas comment que le bateau est rendu, mais au moins, il y en a encore une qui est quand même possible de faire une action dessus. Là. Mais c'est sûr que c'est un peu une population à se regrouper. Je pensais souvent, comme les Américains font, ils font une fondation, puis ils mettent chacun un 10$. Puis quand on est 100, 200 ou 10 000 à faire ça, bien, ça crée une masse critique qui permet de financer la mise à l'abri d'un navire, puis après ça, sa mise en valeur pour les générations futures. D'autres musées maritimes le font à travers le monde. Pourquoi fait que nous, on ne peut pas le faire? Ça, c'est bon. Ça, c'est ma réflexion, là, mais il reste que... C'est une bonne question. Et où la Gaspésienne numéro 20 actuellement? Il faudrait demander aux gens de Gaspé. Je pense qu'elle est dans un entrepôt à quelque part pas loin d'ici, là. Hein, c'est ça? Oui, bien, Josiane. Disons que je pense qu'elle est protégée en attendant qu'on puisse intervenir dessus. C'est ça. C'est ça. En fait, excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre. En fait, si je peux me permettre, on est vraiment rendu à la phase où le musée va mettre des efforts à chercher des argents, finalement, pour enclencher la phase de restauration. En ce moment, on est vraiment en conservation précaire, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un musée, c'est son rôle premier, mais c'est aussi un OBNL par définition. Donc là, c'est la phase de ramasser les argents nécessaires à la restauration de la Gaspésienne pour ensuite avancer dans le projet puis pouvoir, en fait, la conserver, oui, mais aussi qu'elle soit accessible, qu'elle soit Parce que je pense que la première étape, c'est de stopper la détérioration. Par la suite, on doit choisir comment on doit la restaurer, à quel niveau d'authenticité on veut lui redonner. On peut la garder telle quelle, comme beaucoup de musées américains ont fait, puis on voit encore toute l'authenticité du bateau avec la peinture originale, puis tout ça. Comme on peut aussi décider d'en restaurer une partie,
réparer ce qui est quand même abîmé, mais avoir le moins d'intervention possible pour conserver un peu l'intégrité, l'authenticité du bateau. Sinon, ça devient un autre bateau, même si c'est pas nécessairement mauvais, là. Mais c'est tous des choix qu'il faut faire à partir d'un comité de restauration, de mise en valeur. C'est un peu aussi pour ceux qui le savent, qui sont au courant, j'en profite. Je prêche pour ma paroisse. Le musée a mis sur pied, il y a pas très longtemps, son fonds de dotation différé, qui a ça justement comme objectif. Ceux que ça intéressera pourront communiquer avec M. Lévesque, qui est directeur général ici au musée, mais c'est possible pour les gens de la population de donner de l'argent au musée avec un objectif bien précis qui ira dans un fonds bien précis et en mentionnant pour la restauration, par exemple, de la Gaspésienne ou en mentionnant que les fonds qu'on donne au musée serviront soit à la restauration d'objets, soit à la mise en valeur de d'autres objets, dépendamment de vos objectifs. C'est possible de le faire. C'est un peu aussi ce qui a motivé cette initiative-là au musée. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aimeriez participer à ça, à la sauvegarde de ce patrimoine-là, nous aider finalement à aider à sauvegarder le patrimoine maritime, ben c'est quelque chose que vous pouvez faire en communiquant avec M. Lévesque ici au musée. C'est un beau projet, en tout cas. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'exposé. Très intéressant. Est-ce que les plans sont toujours disponibles? Et est-ce qu'on a encore les compétences pour pouvoir reconstruire? Comme je dis souvent, les détenteurs du savoir, quand on arrête de pratiquer, des fois, ils partent avec la connaissance. Oui, on pourrait, oui, effectivement. M. Sanson, qui a conduit la construction, l'atelier Sanson, il est encore vivant, il est encore très dynamique, puis il adore parler de ce genre de choses-là. Les ouvriers, je ne sais pas. Il faut dire aussi qu'il y a toujours la ressource, le bois, là, des planches de 16 pieds, 20 pieds de long, c'est de plus en plus rare, des madriers en tout cas. Là. Alors, oui, mais c'est faisable, mais le coût peut-être sûrement plus élevé parce que les essences de bois sont plus aussi disponibles qu'avant. Puis bon, le savoir aussi disparaît avec ceux qui détiennent la connaissance, mais j'oserais croire que oui. Parce que ça aussi, c'est une forme d'enquête à faire auprès de ceux qui détiennent la connaissance. Autour de 2000, on avait fait une petite enquête sur le savoir autour du navire, autant en termes de pêche que de construction navale, que d'historique de l'évolution du bateau. Puis c'est clair qu'il y a encore des gens qui connaissent cette pêche-là, ces bateaux-là, mais on est de moins en moins équipés pour recréer ce type de navire-là. Tu sais, c'est ça le drame quelque part. On a tous quelque part un petit bout de mémoire de ça, mais de refaire les choses, ça c'est une autre étape. Là. Mais ça c'est intéressant. La Gaspésienne, c'est très récent. Là. Ça date des dernières années. Quand je parle de Grottavol du Saint-Laurent, là, c'est disparu depuis 100 ans quasiment. Alors, les gens qui en ont fait ou qui ont navigué à voile n'existent plus. Mais par contre, il y a des gens qui ont navigué encore sur des Gaspésiennes. Monsieur Toul me disait qu'il avait navigué dessus encore. Il y a encore des gens qui ont des témoignages à apporter sur la pratique, sur les usages, sur comment est-ce que ça se comportait un bateau comme ça. Il y aurait des enquêtes ethnographiques à faire qui seraient drôlement intéressantes, des banques à faire pour enrichir la connaissance. C'est ça. Au-delà du navire, ce qui est intéressant derrière cette pratique-là, c'est que tu fais le lien entre la traditionnelle pêche gaspésienne à la main et l'industrialisation des pêches. Tout à fait. Fait que direct là, tu as comme c'est une époque charnière pour le développement des pêcheries en Gaspésie et toute l'industrialisation, parce qu'après ça, c'est les coops, les frigidaires, bref. La vie change en Gaspésie très rapidement à partir de ce moment-là. Mais quelque part, c'est aussi, en tout cas, à mon avis, si l'identité culturelle de la Gaspésie ne passe pas par la sauvegarde d'un navire de cette nature-là, je m'excuse, mais je me demande de quoi est-ce qu'on s'occupe quelque part un moment donné. Je partage ton avis. Puis ça, ce qui est arrivé aussi, c'est que c'est tellement récent qu'on a oublié de s'en occuper. C'était encore comme dans notre environnement, dans notre univers mental. On se réveille un matin, mais il n'en existe plus. Il en reste 2, 3. Fait que là, à un moment donné, c'est peut-être le temps qu'on... Il reste peut-être 2 chaluts sur les Nord. C'est ça. C'est sûr que c'est des objets qui sont gros. Hein, ça ne se traite pas comme une table. Là. Mais par contre, il y a une approche à faire quand même qui peut... C'est la collectivité. Oui, oui. C'est une opportunité, ça. Exactement. C'est ça, c'est ça.
pour ça que je pense que c'est important, comme ce qu'on fait ce soir comme rencontre, comme échange, comme les livres qu'on peut faire ou les articles qu'on peut faire dans des revues, c'est que ça sensibilise les gens à l'existence de ce patrimoine-là. Puis c'est un élément de fierté et d'appartenance, autant pour les Québécois que pour les Gaspésiens. Ça peut être la même chose pour les gens de l'estuaire du Saint-Laurent. Sauf qu'on n'en sait jamais assez sur ces bateaux-là, puis à un moment donné, on oublie, ça fait que ça passe un peu dans le crack du plancher, comme on dit. D'autres commentaires, n'hésitez pas. Bon. Bien, merci. Merci. Oui. Excusez, je reviens. Est-ce qu'on retrouve à peu près la même silhouette, les mêmes fonctions dans d'autres bateaux ailleurs sur la planète? Parce que finalement... Oui, il faudrait peut-être un peu réfléchir à ça, oui, parce que ce que je trouve intéressant du monde des navires, c'est qu'il y a une dimension universelle. Hein? Un bateau en Chine, un bateau aux États-Unis ou un bateau au Québec, il a les mêmes propriétés. Il faut qu'il flotte, il faut qu'il soit étanche, puis il faut qu'il puisse travailler. Alors, souvent, ici, ça a tardé parce qu'on a tardé avant d'adopter des méthodes plus modernes, des techniques de pêche plus modernes. Mais si on regarderait un petit peu ailleurs, dans d'autres secteurs, oui, on pourrait trouver les mêmes dans des formes différentes. Un peu parce que chaque navire un peu est identifié à un peuple et à une région. Puis un environnement, effectivement. Effectivement. C'est intéressant à faire le parallèle, mais là, on pousse l'analyse encore un peu plus loin. Là. Fait que... Non, mais au contraire, je ne dis pas de pas le faire, au contraire, c'est fort intéressant de se situer à travers la planète, à travers d'autres communautés maritimes, comment on a su, nous, s'adapter aux conditions particulières du milieu physique. Comme la goélette à voile du Saint-Laurent, c'est des grandes battues, on a mis un fond plat. Ça ne se trouve pas beaucoup ailleurs dans le monde, ça. Il y a un peu, je pense que j'ai vu au Moyen-Orient, là, mais à part de ça, il n'y en a pas d'autres. Alors, c'est une adaptation, c'est typique aux Québécois, c'est une signature. Si je dis une jonque, vous pensez à quel pays? Vous pensez tout de suite à Chine, hein? Fait que c'est pareil. Ça va de soi, là. On peut aller loin là-dedans, là. Est-ce qu'il y aura d'autres commentaires, d'autres interventions? Juste une question sur la mise en valeur. Je pense que c'est pas évident. Ça ne servait à rien. À mon avis, là, moi, je n'ai pas construit le musée pour ça, mais ça ne servait à rien de la faire flotter. Mais au moins, la conserver, puis de pouvoir la visiter, de pouvoir avoir une référence, de pouvoir, un peu comme un tableau ou comme un objet de collection. Il y a beaucoup de monde qui ont essayé de reconstruire des navires historiques pour en faire des usages. Bon, on sent que l'hiver est long ici, hein? Puis l'été est court. Puis ça coûte très cher, puis un navire, même s'il est à l'eau, s'il n'est pas utilisé, il va dépérir. Le Saint-André, qui est classé bien culturel, a vécu ce sort-là, puis aujourd'hui, bien, il reste quasiment plus rien. Là. Elle a été reconstruite, mais je veux dire, pour la muséifier. Mais l'usage qu'on en a fait l'a fait mourir. Parce qu'il a fallu, on a exigé des cloisons étanches, des gicleurs, des peintures ignifuges. Ben, le bateau a pourri par en dedans, il n'y a plus d'air. Là. Ça fait qu'on l'a perdu. Mais un bateau traditionnel, c'est ça. C'est pas conçu pour des usages commerciaux. C'est conçu pour travailler. À moins de faire des stages de pêche, de faire des écoles comme l'État-la-Sophie, de faire des... Puis de montrer aux gens comment que ça se pêche, la morue avec une ligne à main ou une palanque. Là. Ça, je vais te laisser ça. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Non. On peut continuer de jaser par la suite. Ben oui, effectivement. Je veux vous remercier, M. Franck. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Et je le répète encore, pour ceux qui sont intéressés à aider le musée, il y a toujours le fonds de dotation pour les dons différés. Sinon, je profite de l'occasion pour vous rappeler aussi les prochaines conférences. Le 28 février, on aura avec nous Pascal Alain, qui est un historien connu de la baie des Chaleurs, qui viendra nous parler des Irlandais en Gaspésie. Et ensuite, le 20 mars, Monsieur Mimo sera avec nous, qui est aussi un historien très connu gaspésien, qui viendra nous parler de Gaspé sous le régime français. Donc, ce sont les 2 prochaines conférences pour le 2e trimestre de l'année 2011-2012. Merci d'avoir été avec nous encore ce soir. Merci à ceux qui sont avec nous de la maison. Et bonne fin de soirée. Merci.